Emmanuel de Watteville, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la FinTech Fair. Merci d'avoir accepté notre invitation. FinTech Fair, un podcast d'un genre nouveau qui donne la parole aux acteurs et innovateurs du secteur financier roman. Avant de commencer, je vous laisse vous présenter. Volontiers, merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Donc, mon nom c'est Emmanuel de Watteville, 55 ans. Ça fait environ une vingtaine d'années que je suis actif dans l'investissement, le coaching, la création de start-up du domaine high-tech, en particulier à Genève, mais également dans le reste de la Suisse. Je suis cofondateur d'un fonds d'investissement qui s'appelle Blue Ocean Ventures, qui a été lancé en 2008. Nous en sommes à notre deuxième fonds. C'est un fonds qui est spécialisé dans l'investissement dans les startups du domaine médical. Je suis également le responsable des investissements, responsable finance à la FONGIT, qui est la Fondation genevoise pour l'innovation technologique. La FONGIT, c'est l'incubateur de startups de Genève. Très beau projet. J'ai vu que vous étiez assez actif justement dans tous ces domaines. Il y a encore d'autres projets que vous avez en cours? Je suis pas mal de startups, également à titre personnel. Je suis au conseil d'administration d'une startup qui s'appelle Impact. Qu'on a eu d'ailleurs en tant qu'invité. Exactement, que vous avez eu en tant qu'invité. J'ai été également, et je suis toujours pas mal impliqué dans ce qui est blockchain. C'est pour moi quelque chose dont on pourra reparler tout à l'heure, mais pour moi c'est le futur, c'est la digitalisation du capital des jeunes sociétés, permettre à des investisseurs en 2 ou 3 clics, comme s'ils allaient sur Amazon, de souscrire des actions et ensuite de les revendre, de les garder. Donc c'est pour moi très important. Donc je suis pas mal actif dans ce domaine également. Vous n'avez pas beaucoup de temps de vous ennuyer, je pense. Non, effectivement. Là, on va revenir sur FONGIT. Qu'est-ce que c'est exactement? Donc, qu'est-ce que c'est un incubateur? Comment ça se passe? Et à quoi ça sert? Un incubateur fournit 3 choses à un entrepreneur. On lui fournit des bureaux, on lui fournit certains services à valeur ajoutée et on lui fournit de l'argent, du cash. C'est un endroit physique où l'incubateur va venir et notre objectif, c'est de le libérer de toute contrainte logistique, que ce soit bureau, que ce soit administratif, comptabilité, pour qu'il vienne avec son ordinateur ou son prototype ou son produit et qu'il se consacre au développement et au succès de son projet. Et on est là pour, en quelque sorte, lui fournir le reste. J'explique toujours aux entrepreneurs qu'on voit à la FONGIT la différence avec un accélérateur, où l'accélérateur, on peut comparer ça à un mini MBA. C'est les 3e cycles de gestion des entreprises, où vous êtes un entrepreneur, vous avez une idée, vous voulez l'accélérer, vous voulez la peaufiner. L'accélérateur, vous y allez pendant quelques mois. C'est un programme où on va mettre à votre disposition des coachs, des mentors, des consultants, même des bureaux pour que vous puissiez y aller avec votre équipe. Et en 4 mois, comme par exemple le Mass Challenge, en 4 mois, vous en ressortez et votre projet a eu un énorme coup de turbo et a bien progressé. L'incubateur, comme la FONGIT, c'est un programme sur le long terme qui va durer plusieurs années. Il y a des moments où les entrepreneurs interagissent énormément avec les coachs à la FONGIT, participent à l'écosystème où on a des événements de réseautage, on a des formations. Puis il y a d'autres moments où justement les entrepreneurs ils se consacrent à leur projet et ils sont moins présents dans la vie de l'incubateur. C'est génial en soi de pouvoir offrir justement tout ce coaching et tout ce support pour que les entreprises puissent vraiment prendre leur envol. C'est exactement ça. Donc non seulement c'est du support, mais c'est également du financement, du cash. C'est très important.
quand on regarde tous les entrepreneurs qui viennent nous voir à la Fongite, dans leur grande majorité, ce qu'ils recherchent avant tout, c'est des financements, ou en tout cas des pistes qu'on les aide à trouver ces financements. Moi, je leur dis toujours, la Fongite on n'est pas un broker. Je ne vais pas prendre mon téléphone et puis appeler des copains dans le venture capital ou dans l'investissement pour qu'ils investissent dans tel projet plutôt que dans tel autre, parce que ça crée des jalousies. Et donc, ce qu'on fait à la Fongite, c'est qu'on organise des événements à intervalles réguliers, environ une fois tous les 2 mois, des événements où nous invitons la communauté d'investisseurs qui gravitent autour de la Fongite. Il y en a plusieurs centaines. On les invite lors d'une soirée. Évidemment qu'il y a un buffet, il y a des boissons. Et on permet également à des projets de la Fongite qui sont en phase de levée de fonds, de pitcher, et ensuite de networker, de réseauter auprès de ces investisseurs. Mais c'est à l'entrepreneur avant tout de se vendre et de vendre son projet à des investisseurs. Ce n'est pas à nous de le faire. Nous, on fait juste la mise en relation. Et ensuite, c'est la loi du marché, mais l'entrepreneur doit être le premier vendeur de sa société. C'est génial. C'est vraiment génial. Donc la Fongite, on peut dire que c'est le bras armé de l'État de Genève concernant le soutien à l'innovation. Vous avez naturellement d'autres projets, d'autres initiatives. Vous avez la Fondetech, vous avez l'OPI, l'organisme de promotion des industries, vous avez la FAE, la Fondation d'aide aux entreprises. Mais la Fongite a un focus clairement start-up. Et donc on me demande souvent, quelle est la différence si je viens à Genève pour créer ma société. Et on a beaucoup de demandes de l'étranger. Il y a les lumières de la Suisse et les lumières de Genève qui attirent pas mal de personnes du monde entier. Et donc ils me demandent, alors si je monte ma société à Genève, quelle est la différence par rapport à si je la fais dans le canton de Vaud ou à Zurich. Et ce qu'on leur dit, c'est que donc naturellement que chaque canton a ses avantages et ses inconvénients et un mode de fonctionnement qui est différent. Le choix du domicile pour des raisons fiscales n'est à mon avis plus pertinent. C'était pertinent avant, lorsque vous aviez des grandes différences au niveau de l'impôt sur les sociétés qui variaient entre 8% à Zug et 24-25% dans les cantons romans. Ce n'est plus le cas maintenant. Il y a eu une réforme en 2020, je crois. Et maintenant, tous les cantons sont à peu près alignés, que ce soit Zurich, Genève ou Vaud. On est à environ 14% de taux d'imposition sur les sociétés. Donc la différence, elle est ailleurs. Elle est dans l'écosystème que l'entrepreneur va trouver sur place. Elle est naturellement dans la réputation d'une ville ou d'un canton. Et Genève a une réelle réputation, c'est connu dans le monde entier. Par contre, à Genève, les entrepreneurs qui viennent ne reçoivent pas de cash. En tout cas, ne reçoivent pas de cash lorsqu'ils s'installent à Genève. Ça, c'est une différence par rapport à d'autres cantons. Et je cite toujours le canton du Jura, par exemple, où si vous êtes prêt à aller créer votre société à Delémont, vous pouvez recevoir plusieurs centaines de milliers de francs pour s'installer là-bas. Maintenant, à Genève, les subventions, les aides de l'État sont en grande partie canalisées à travers la Fongite. Et alors, certes, dans le cadre de notre programme d'incubation, l'entrepreneur aura la Fongite qui investira à travers deux canaux, mais ce sont des montants relativement limités et qui ne viennent pas tout de suite.
On parle, pour être très concret, de montants entre 15 000 et 30 000 francs suisses pour une incubation à la Fongite. Et ensuite, si le fonds d'investissement, le fonds d'innovation de la Fongite, qui s'appelle le FIF, dont je m'occupe, entre en matière avec cette société, on parle d'investissement, de bourse, parce qu'il y a plusieurs styles de financement. On parle de montants entre 50 000 et 400 000 francs suisses. Quand vous dites bourse, c'est que c'est remboursable par la suite ou pas forcément, selon les conditions? Donc, on parle du FIF, qui est le Fonds d'innovation de la Fongite. Là, vous avez 3 types de financements différents. Vous avez des bourses, les grants en anglais, qui sont attribuées à des entrepreneurs qui n'ont pas encore créé leur société. Ça, c'est une condition. Une autre condition, c'est que cet entrepreneur doit être issu du milieu académique genevois. Donc, HUG, université, le CERN. Bref, il doit provenir d'une institution académique genevoise et il doit avoir une claire volonté de créer sa start-up dans les 12 mois qui viennent. Et donc, nous allons lui octroyer donc une bourse de 50 000 francs. Donc, très concrètement, ça veut dire qu'il reçoit 50 000 francs sur son compte. C'est un prêt. Et le jour où son projet débouche sur une société et que cette société lève des fonds, qui est un des critères pour nous de succès pour ce type de projet, à ce moment-là, il lui faudra rembourser ces 50 000 francs. Nous avons un deuxième type de financement octroyé par le FIF. Ce sont des prêts d'amorçage de 100 000 francs pour les sociétés qui ont moins de 3 ans et qui sont dans le canton de Genève. Naturellement, il faut que ces sociétés, ces start-up, aient une réelle innovation technologique. Et il y a également une notion de développement durable, d'impact. Ça, c'est un critère qui est important pour ce type de financement. Le troisième type de financement sont les prêts de croissance, qui là vont aller jusqu'à 400 000 francs. Et ça s'adresse à des sociétés déjà plus mûres, en général des sociétés qui ont au moins 1 million de chiffre d'affaires, basées dans le canton de Genève, de nouveau, parce que c'est de l'argent qui provient c'est de l'argent de l'État, en partie. Et donc, il faut que ces sociétés soient également dans le domaine high-tech, en phase de ce qu'on appelle de transition vers le numérique. Ou en tout cas, il faut que ce soit des projets qui soient innovants. Et toujours le côté impact, objectif de développement durable qui est important. C'est toujours cet aspect de développement durable qui est quelque chose d'essentiel. Ça fait partie de la stratégie de la Fongite qui est de vraiment aller dans ce sens-là. C'est la stratégie du FIF, le Fonds d'innovation de la Fongite, qui est un fonds qui est distinct de la Fongite. Même si c'est la Fongite qui l'administre, qui fait tout le montage des dossiers. Mais par contre, le comité de sélection, lui, est complètement indépendant et représente finalement les bailleurs de fonds du FIF. Vous avez un représentant de l'État, vous avez une professeure Geisbühler des HUG, etc. Il y a plusieurs personnes qui sont dans ce comité d'investissement. Mais donc le FIF a volontairement un axe impact objectif de développement durable, alors que la Fongite, même si naturellement on est sensible à toutes ces dimensions, mais la Fongite, finalement, pour prendre des sociétés en incubation, sera moins stricte que le FIF. Par exemple, le FIF, comme je l'ai dit, vous avez une notion de innovation technologique, ce qui tout de suite exclut certains projets. Des projets qui, je sais pas, dans l'IT, par exemple, dans le logiciel, des projets qui font appel, qui ne sont pas très innovants au niveau de leur code. Donc ça veut dire qu'ils n'utilisent pas d'intelligence artificielle,
qui ne reposent pas sur des technologies de blockchain auront plus de peine à obtenir le FIF que, par exemple, à être incubés à la Fongit. Nous n'avons pas ces limitations-là. Donc si moi, je suis une fintech et que j'ai un projet en lien avec la blockchain, je serais plutôt pris par la Fongit et pas par la FIF. L'un et l'autre ne sont pas mutuellement exclusifs. Oui, après, ça dépend du projet. En soi. Ça dépend du projet. Et comme vous le savez, un des gros désavantages du blockchain, c'est l'empreinte carbone. Oui. Et donc, les projets qui sont fintech, blockchain, ne passent pas forcément la barre du FIF à cause de ce critère-là. Est-ce que vous voyez des dossiers qui proposent des solutions pour avoir justement une blockchain qui serait moins émettrice de CO2, justement, pour prendre en compte cette dimension d'impact? On n'a pas vu encore de dossier dans le cadre du FIF qui avait cette dimension-là. Parce que donc on parle tout de suite de technologie, de code au niveau du blockchain. Il y a eu récemment encore des changements au niveau d'un des blockchains qui est l'Ether, où ils ont grandement amélioré l'empreinte carbone de ce blockchain en particulier. Donc, effectivement, c'est un souci, mais c'est quelque chose qui progresse. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau du FIF, nous, les projets qu'on a vus et qui sont dans le blockchain sont des projets qui, d'un autre côté, ont un vrai axe développement durable, comme par exemple, je ne sais pas si vous connaissez la société Magic Tomato, Paul Charmillot, qui certainement ferait également un très bon speaker pour vos podcasts. Avec plaisir. Et donc Paul qui a monté Magic Tomato, qui met en relation et qui livre chez vous chaque soir des produits qui proviennent d'artisans, d'agriculteurs locaux à moins de 25 km de chez vous. Donc cette plateforme, il a décidé non seulement de motiver les gens à acheter local, mais également à investir local. Et pour cela, il utilise justement le blockchain en particulier, qui permet de digitaliser les actions du capital de Magic Tomato. Et pour une partie, elles ont été mises en vente. Et il a pu comme ça lever des fonds et permettre à pas mal de nouveaux investisseurs de devenir actionnaires de Magic Tomato. C'est du crowdfunding, mais qui se fait de manière de plus en plus automatisée. Normalement, l'objectif étant qu'en quelques clics, vous avez un bouton Invest Now sur le site web de la société, vous cliquez dessus, vous sortez votre carte de crédit, vous achetez quelques actions pour quelques centaines de francs et hop, vous êtes actionnaire. Ça, c'est l'objectif final. Non seulement c'est à Genève, mais Magic Tomato se développe dans toute la Suisse romande. Je crois qu'ils sont présents dans toute la Suisse romande maintenant. C'est très motivant. Ils ont bénéficié, contrairement à d'autres, de la crise du Covid, qui a poussé énormément de gens à vouloir... ils ne pouvaient plus sortir de chez eux, donc ils ont commandé la nourriture à distance. Et c'est comme ça qu'ils ont réalisé qu'il y avait des sites qui vendaient des produits locaux, frais, que ça va de la bouteille de vin d'un vigneron genevois en passant par les tomates. Alors bon, certes, il y a des poissons, ils vendent également du poisson de mer, mais ça passe par des poissonniers locaux. Donc on peut pas tout sourcer localement. Si on revient un peu sur les chiffres, j'ai vu sur le site que vous aviez 25 ans d'existence et que vous avez participé au financement de 100 entreprises. C'est juste ? Alors, c'est des chiffres qui ont un peu évolué depuis, vu que la Fongit a été fondée en 1991. Donc, on a fêté notre 30e anniversaire il y a un mois, avec un an de retard à cause du Covid, de nouveau. Actuellement,
nous en sommes plutôt à 130 à 150 sociétés soutenues, avec des plans de croissance très agressifs, tout simplement parce que on voit que c'est une formule, c'est une recette qui fonctionne. Et comme je vous le disais peut-être en prélude au podcast, on reçoit pas mal de demandes du monde entier. Alors souvent, ce sont des personnes, des Français, des Suisses, de la région, mais qui ont monté leur start-up au Japon, à Singapour, en France naturellement, et qui se disent tiens, mais en fait j'ai envie de rentrer, de revenir au pays, ou alors j'ai envie de venir à Genève parce que c'est avant tout c'est un pôle central maintenant de l'innovation en Suisse et en Europe. Et donc je vais les contacter et créer ma société à Genève. Donc, en 30 ans d'existence, environ 130 startups. Voilà. Est-ce que c'est beaucoup ou pas assez? Ou est-ce que c'est normal? On a un peu de mal à savoir dans quelle fourchette on est. Donc, c'est déjà très bien, bien évidemment. Est-ce qu'il y a peut-être une volonté de faire peut-être un peu moins, mais avec plus de qualité, plus de coaching et peut-être avec plus de moyens? Ou est-ce qu'on pourrait se dire non, on fait plus, mais pour grandir aussi plus rapidement? Quelle est la stratégie à ce niveau-là? C'est une question intéressante parce que, alors naturellement que si on veut faire plus, il faut plus de moyens. Bien sûr. Et la Fongit étant très dépendante des financements de l'État de Genève, naturellement qu'elle est à la merci de décisions budgétaires. Mais admettons que le financement, que les moyens ne soient pas un problème. La question ensuite, c'est, avec un montant fixe, est-ce qu'il vaut mieux soutenir peu de projets, mais avec beaucoup d'argent, ou finalement plus sprayer cet argent? Justement, c'est ça la question. Et là, alors, vous pouvez avoir plusieurs points de vue. Mon propre point de vue, qui provient de mon expérience non seulement à la Fongit, mais également dans le capital risque, c'est que ce qui fait le succès d'un projet, c'est souvent compliqué de le savoir au début. Et il faut donc voir beaucoup de projets pour arriver à identifier sur le long terme les projets qui vont fonctionner. Un des critères principaux du succès d'un projet, naturellement, c'est l'équipe. Et les équipes, c'est pas au bout de quelques réunions qu'on arrive à juger, à jauger un entrepreneur ou une équipe d'entrepreneurs. Très important, c'est toujours que l'entrepreneur dise ce qu'il fait et fasse ce qu'il dit. Et c'est pas évident. Et ça se vérifie seulement sur le long terme. Et quand on dit long terme, c'est-à-dire sur plusieurs années. Donc, moi, je préconise plutôt des modes d'intervention où, au début, que ce soit la Fongit ou que ce soit pour un fonds d'investissement, on touche le plus de projets possible, tant qu'ils rentrent dans certains critères, naturellement. Mais il faut avant tout toucher beaucoup de projets. On y consacre, par contre, des montants qui vont aller en augmentant au fur et à mesure que notre confiance dans le projet, dans l'entrepreneur, et on va dire au fur et à mesure que le projet se dérisque. Donc ces montants augmentent, que ce soit en soutien, en coaching, en temps passé par nos experts, ou tout simplement en investissement, en cash. On ne donne pas tout de suite, mais ça vient petit à petit. Est-ce que c'est vrai qu'on dit on investit avant tout dans les personnes avant d'investir dans l'entreprise, ou c'est pas toujours le cas? Alors, s'il fallait essayer de quantifier, moi, je dirais qu'en tout cas 40 à 50% de la décision d'investissement ou de soutien, c'est l'équipe. Donc
c'est les personnes, c'est une équipe d'au moins 2 à 3 personnes. Il y a des statistiques qui prouvent que les one-man shows, les one-woman shows ont statistiquement moins de chances d'avoir du succès dans la création et le futur de leur start-up que des équipes de 2 ou 3 personnes. Il y a également des statistiques qui montrent que quand vous avez des femmes et des hommes dans l'équipe, vous avez plus de chances d'avoir du succès que quand ce sont que des hommes, quand ce sont que des femmes. Pourquoi également. C'est quel aspect Je pense que chaque fois que l'on... Déjà, lorsqu'on a 2 personnes dans une équipe, homme ou femme, ça apporte une vraie complémentarité. L'idéal, c'est d'avoir une personne qui soit high-tech, le scientifique, le geek. Hein. Et puis, vous avez la personne qui s'occupe du business. Parce qu'il va falloir vendre très tôt, il va falloir lever des fonds. Donc, ça déjà, la notion de complémentarité, elle est très importante. Et naturellement que quand vous avez en plus un homme, une femme dans une équipe, vous avez des complémentarités également, non seulement dans les dimensions donc de la science ou du business, mais également des complémentarités au niveau de la manière dont les gens vont négocier. En général, les femmes négocient de manière complètement différente des hommes, sont peut-être moins abruptes, peut-être qu'elles vont plus chercher à obtenir une bonne entente. Elles vont peut-être privilégier certains facteurs qu'on appelle les soft factors par rapport à juste, je sais pas, la valeur de la société ou les hard factors. Et donc, c'est ce type d'équilibre au sein des équipes qui est très important et qui fait finalement le succès d'une équipe. Sans oublier naturellement que quand vous êtes tout seul, la vie d'un entrepreneur, elle est compliquée quand même, hein, parce qu'on passe par des hauts et des bas. Et quand on est plusieurs dans une équipe, vous avez à ce moment-là toujours un autre membre de l'équipe qui va vous remotiver, alors que quand on est seul, c'est parfois compliqué. Et est-ce qu'à l'inverse, donc quand on n'est qu'une seule personne, c'est plus compliqué, mais est-ce quand on est plus que 3 ou 4 personnes, est-ce que là aussi, ça devient compliqué ? Enfin, est-ce que le chiffre idéal, c'est entre 2 et 3 Je dirais oui. Il me semble. Alors, je suis pas capable ni de vous citer des sources ou des chiffres au niveau des statistiques. Par rapport aussi à un ressenti, je pense. Mais je dirais que les équipes idéales, elles font entre 2 et 3 personnes. J'ai vu des équipes où ils étaient 5 à 10 et où c'était finalement catastrophique. Alors, de nouveau, on parle d'équipe de fondateurs. Oui. Hein, parce que naturellement, si vous avez 2 fondateurs et puis ensuite 10 personnes, il n'y a pas de problème. Mais des fondateurs où, en plus, pour des raisons d'équité, ils ont décidé de partager le capital en 10 parts égales. Alors là, mais vous êtes certain que vous allez dans le mur dès le début. Ah oui, parce que alors ça va être, mais c'est la voie royale à l'immobilisme, où chacun a 10%, personne, et il faut tout le temps à la fois faire des compromis, ce qui est important, mais c'est un vrai frein pour également développer rapidement une société. Parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'au niveau des startups, la vitesse, c'est également essentiel. Et il y a ce proverbe que je n'ai pas inventé, qui dit que si tu veux aller vite, vas-y tout seul, mais si tu veux aller loin, vas-y à plusieurs. Et donc le truc, c'est d'arriver à trouver le juste milieu entre aller quand même vite, mais pas tout seul. Mais il ne faut pas être trop nombreux, parce qu'alors à trop nombreux, on n'avance plus. Ouais. Donc, vous avez dit 50% du succès d'une entreprise. Ouais, 40 à 50%. C'est l'équipe.
idéalement entre 2 et 3 personnes avec des compétences complémentaires, idéalement avec une femme, et le reste. Donc le 50 à 60% qui reste, quels sont les facteurs du succès, idéalement? Bah alors vous avez, naturellement que vous allez avoir la technologie. Parce qu'on parle de start-up high-tech, là, donc il faut que la technologie soit innovante. Il faut que cette technologie soit protectable, défendable. Donc C'est-à-dire on parle de brevets ou alors dans le cadre des projets dans l'informatique où en général on ne peut pas déposer de brevets. Il faut trouver des solutions pour que le code soit protégé et ne soit pas forcément téléchargeable librement. Comment on fait dans ces cas-là? Eh ben, on utilise ce qu'on appelle un modèle d'affaires qui est le SaaS, c'est Software as a Service, c'est-à-dire que le logiciel reste sur les serveurs de la start-up. Par contre, elle va vous fournir, vous le client, des accès qui vous permettent de bénéficier du résultat du logiciel. Mais vous n'installez pas forcément le logiciel directement sur les serveurs du client. Ok. Donc ça, c'est une parmi plusieurs possibilités. Que le client puisse bénéficier du service qu'on offre directement. Voilà. Au lieu qu'il Par ait toute la recette. Maintenant, vous pouvez, donc le client se connecte sur le serveur de la start-up et bénéficie de tous ces services. Mais par contre, le code lui-même n'est pas transféré sur le serveur du L'équipe Donc la techno, une techno défendable, innovante, très innovante. Qui répond à un besoin et qui répond naturellement à un besoin du marché. Et c'est souvent là que le bas blesse. En Suisse, on a des écoles d'ingénieurs qui sont remarquables, qui produisent des très bons scientifiques, très bons techniciens. Donc souvent, la techno, elle marche. Moi, je vois dans toutes les startups qu'on a soutenues, on a finalement rarement eu des technos qui ne fonctionnaient pas. Ça arrive, mais finalement, je dirais que les plus grandes causes d'échec ont été les entrepreneurs, les bagarres entre entrepreneurs, des problèmes d'exécution, du business plan. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un plan d'affaires et ensuite, il faut l'exécuter. Il faut créer une société, il faut la faire monter de 2 ou 3 à 10, à 50, ensuite à 100. Et c'est pas donné à tout le monde d'y arriver. Donc ce côté business skills, en fait. Voilà, donc des côtés business skills, un côté visionnaire, un côté leader également. Tout ça, c'est très important. Et ce sont donc vraiment des compétences de nouveau humaines, d'où l'importance du ou des entrepreneurs. Et puis donc, ce dont vous avez parlé, effectivement, c'est l'adéquation entre le service, le produit, et puis le marché. Et très souvent, on croit qu'on tient quelque chose qui correspond à un réel besoin du marché. Et lorsqu'on commence à tester le marché, on s'aperçoit que ce n'est pas ça. Et du reste, un de nos premiers conseils à la Fongit, c'est qu'on dit tout de suite à l'entrepreneur, dès que vous avez un prototype, il faut le tester. Il ne faut pas rester dans ce syndrome de l'ingénieur qui veut que tout soit parfait avant qu'il commence vaguement à en parler. Non. Là, même si votre proto il fonctionne seulement à 80%, il faut prendre son bâton de pèlerin, il faut aller voir les acteurs de l'industrie, il faut tester, il faut aller voir des premiers clients, obtenir des lettres d'intention, très important, parce que ça prouve par ces lettres qu'il y a un intérêt pour votre solution, pour votre produit.
ce qui vous permettra de lever des fonds par la suite. Et il vaut mieux avoir des retours négatifs du marché tôt qu'un an plus tard, où on a encore dépensé je ne sais pas combien en essais et en développement scientifique. Mhm. Et c'est là où justement on retombe de nouveau sur une des grandes qualités des entrepreneurs, qui est de savoir pivoter. Parce que ça ne va jamais se passer comme c'était prévu. Ça, c'est sûr. C'est garanti sur facture. C'est pas toujours évident. Hein, oui. Ouais. Et donc, il va falloir se réorienter, se réinventer, trouver un autre marché. Et pour ça, il faut prospecter, il faut voir du monde. Il faut parler aux clients. Et souvent, on trouve une autre application à sa technologie que celle qu'on avait envisagée au début, parfois par hasard. Et ça m'amène à également un facteur qui est important dans le succès d'une start-up, c'est la chance. C'est vrai? Oui. Vous y croyez? Je crois que je ne sais plus qui demandait à Napoléon comment est-ce qu'il choisissait ses généraux, et il disait, bon, la première chose, c'est que je cherche des généraux qui ont de la chance. Hein, et ça, c'est important. Alors bon, ensuite, on peut élaborer sur la chance. Est-ce que c'est avant tout une capacité à savoir saisir une nouvelle opportunité, hein? Donc, ne pas être timoré et être suffisamment ouvert d'esprit pour se dire, tiens, après tout, ça vaut la peine peut-être que j'essaye ça ou que j'en discute. Voilà, plutôt que de rester obtus et fixé sur son idée et son produit, et je veux rien changer du tout parce que je suis persuadé que c'est génial et que ça va marcher. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est la 1001e flèche qui finit par arriver au bon endroit plutôt que la chance? Alors, vous ne pensez pas que c'est pas à force, justement, comme vous disiez, de parler, d'aller sur le terrain, de discuter, qu'au final, on peaufine et puis on arrive à la bonne solution? Donc, ou la bonne formule? C'est vrai que c'est donc une question de se savoir se créer des opportunités. Oui, voilà. En particulier lorsqu'on est dans un cul-de-sac et qu'on voit que son produit, sa solution, finalement, ne débouche sur rien. Donc, il faut se créer des opportunités. Le chanceux, la 10e opportunité qui se crée, ça va marcher. Alors que le malchanceux, ça sera peut-être la 1001e opportunité. Donc, mais effectivement, être opiniâtre, et tant que ça ne fonctionne pas, continuer à se créer des opportunités, c'est très important. Ça doit être dur vous avez peut-être depuis 1 an ou plusieurs mois ou plusieurs années sur un projet, sur une solution, vous êtes persuadé que ça a marché et vous venez, vous la testez, puis vous voyez que ça marche pas, et donc du coup il faut tout recommencer, puis il faut avoir le courage et l'énergie de reprendre. Ça doit pas toujours être évident pour eux. C'est très difficile. Moi-même, je l'ai vécu aussi en montant des sociétés ou des fonds d'investissement. Et le plus difficile, c'est de se mettre une limite et de se dire, tu te donnes jusqu'à Noël, jusqu'à telle date, et si à telle date, tu n'as toujours pas réussi à obtenir 3 premiers clients pilotes payants ou tel résultat ou tant de visiteurs, mais des objectifs quantifiés, mesurables. C'est très difficile de se tenir à cette date parce qu'on y arrive, mais on a toujours de l'espoir parce qu'on a quand même eu d'un autre côté tel autre frémissement du marché. On se dit, c'est quand même trop bête d'arrêter là. Et finalement, moi, j'ai assisté à des désastres personnels d'entrepreneurs qui se sont entêtés. Bon, alors, nous, notre objectif à la Fongit également, c'est d'être transparent et on est bienveillant,
Mais quand on voit que l'entrepreneur il va dans le mur, on le lui dit. Ouais. Et on le lui dit trop tôt que trop tard. Et donc, j'ai vu des entrepreneurs, mais qui hypothéquaient leur maison pour continuer à financer leur start-up. Mhm. Et ça menait à des désastres personnels et financiers, naturellement. Je pense que c'est ça aussi qui est difficile, c'est la dualité entre est-ce qu'il faut simplement continuer et persévérer et au bout d'un moment ça va marcher, ou non mais là j'ai beaucoup trop fait et il faut se rendre à l'évidence que ça ne marche pas. Je pense que c'est ça aussi qui doit être difficile de savoir où est-ce qu'on est exactement. Est-ce qu'on est dans le c'est bon, on a tout fait et c'est trop tard, maintenant il faut arrêter, ou non, il faut continuer et puis encore un peu d'effort, encore un peu, et puis ça va aller. Bon, alors là, naturellement, vous me tendez une perche pour parler du coaching. Oui, justement. Et donc, c'est là où le coach ou les coachs sont très importants. Ou même, on va dire, l'œil externe, ça peut être tout simplement votre femme ou votre mari qui, à un moment donné, va vous dire « Bon, arrête ». Ça mène à rien, mais en tout cas l'œil externe, parce que on a le nez dans le guidon et il y a un moment donné où on ne voit plus la réalité en face. Et donc là, le rôle du coach, et on met un point d'honneur à la Fongite, de nouveau à être transparent, parfois dur. Donc on est là pour aider, c'est certain. On n'est pas là pour démotiver des entrepreneurs, mais on est également là pour leur dire non mais là il faut vraiment que tu pivotes, mais à ce moment-là est-ce que tu as l'argent, est-ce que tu as encore suffisamment d'argent pour pivoter? Et notre objectif surtout c'est de tirer l'alarme quand c'est pas encore trop tard. Et donc on passe beaucoup de temps à aider les entrepreneurs à se préparer pour lever des fonds. Qui est quand même le nerf de la guerre. Et si ils nous présentent des stratégies de levée de fonds qui ne tiennent pas la route, du genre, j'en vois régulièrement, qui débarquent en Suisse, qui connaissent absolument personne, qui commencent vaguement à avoir un business plan et qui me disent ouais, bon, moi dans 2 mois j'aurais levé 3 millions, c'est bon, il n'y a pas de problème. Et alors qu'on sait par expérience qu'une levée de fonds, c'est au minimum 6 mois, voire 1 an, pour lever des fonds auprès d'investisseurs professionnels. Naturellement que si vous levez des fonds auprès des amis et de la famille, c'est différent. Mais des investisseurs professionnels, c'est au minimum 6 mois, voire 1 an. Donc quelqu'un qui connaît absolument personne, qui n'a pas en plus de réseau personnel d'investisseurs en Suisse et qui pense qu'il va lever des fonds trop rapidement, on le lui dit dès le début, non mais ça va pas marcher. Donc vous avez ce qu'on appelle quel est le cash runway, c'est-à-dire tu peux tenir jusqu'à quand avec tes propres ressources, avec l'argent que tu as sur le compte de ton projet ou de ta société. Est-ce que tu peux tenir en tout cas 6 mois, voire 1 an, parce que c'est ce qui va se passer. Justement, c'est ça que je trouve génial avec ce genre de structures comme les vôtres ou autres. Je pense que vraiment la plus-value qu'il y a dans ce genre de structure, c'est vraiment le coaching et vraiment tout le réseau que vous offrez en plus du financement. Mais ça, à la limite, peut-être que le financement, on peut le trouver ailleurs, mais je pense que vous, c'est vraiment tout ce que vous offrez en plus, qui est vraiment ce coaching, qui est d'avoir des professionnels et des experts qui sont là pour vous guider, pour vous aiguiller et avoir tout ce réseau. Je pense que c'est là votre vraie plus-value. Donc effectivement, je pense que donc vous avez dans notre expérience, il y a un côté peut-être technique, on va dire compétences en finance ou en propriété intellectuelle ou en juridique, etc. Mais il y a également un côté expérience. Moi, j'ai vu, investi, soutenu, je pense que j'en suis à 250, 300 startups maintenant. Et donc, les projets, assez rapidement, je regarde et je me dis, tiens, mais oui, non, mais ça me rappelle tel projet. Alors, bon, je ne me rappelle plus du nom, mais il faut que je recherche. Mais tiens, qu'est-ce qu'ils avaient fait de faux ?
Et il y a des mécanismes. On se dit, tiens, eux, ils font ça comme ça. Ouais, mais j'ai déjà vu telle start-up qui a essayé, ça n'a pas marché. Et ça, c'est l'expérience. Ouais. Parce que sur le papier, d'un point de vue théorique, ça tient la route. Mais on a vu que par expérience, il y a eu d'autres facteurs qui ont fait que ça ne marchait pas. Et donc, c'est très important de pouvoir le dire tout de suite à l'entrepreneur. C'est vrai que ça me fait, je me posais juste la question. Donc, il y a eu à peu près 130 entreprises, enfin, startups qui ont été financées. Mais combien est-ce qu'il y a de startups qui font appel à Fongit et peut-être qui viennent dans le programme, mais ensuite, pour une raison ou pour une autre, comme on vient d'en parler, ça ne marche pas, donc vous ne les financez pas. Enfin, quel est le ratio un peu d'entreprises C'est toute la question qui me vient à l'esprit là. Je dirais qu'actuellement, à la Fongit, nous acceptons... Donc il y a plusieurs phases. Hein. Il y a la pré-incubation, qui est une espèce de phase intermédiaire où on appelle ça une dating phase, hein, avant de se marier. Okay. Vous rencontrez la start-up. Et voilà. Non, puis elle reçoit gratuitement du coaching. Okay. Quelques heures, 6-8 heures de coaching d'un des coachs de la Fongit. Étalé sur plusieurs semaines, pour commencer déjà justement à voir un peu comment ce que l'entrepreneur est et creuser plus profondément dans le projet. Parce que c'est pas évident, hein, lors d'une réunion de 2 heures, de se faire une idée très précise de la qualité d'un projet. Pré-incubation, puis si la pré-incubation est positive, à ce moment-là, vous avez l'incubation, où là, on a un vrai contrat. Comme je vous disais, vous avez des bureaux, vous avez des services, du coaching, différents services à valeur ajoutée, puis vous avez du cash. Et en échange, le business model de la Fongit, c'est qu'elle reçoit des actions du capital de la société, typiquement quelques pourcents. Hein. Ce qui a l'avantage ensuite pour la société, alors premièrement, c'est que ça ne consomme pas son cash, et le cash, c'est très important pour une société. Et elle va avoir la Fongit comme investisseur de référence, hein, même pour un petit pourcentage, mais elle a la Fongit qui est un investisseur très tôt dans son histoire, et ensuite la Fongit sera à ses côtés pour négocier avec des investisseurs lorsque les tours de financement viendront. Donc okay. ça a plusieurs avantages. Et donc pour revenir à votre question, qui est au niveau ce qu'on appelle le funnel, c'est-à-dire que vous avez une espèce d'entonnoir, hein, vous avez toutes les demandes. Et ensuite, on a tout un process de sélection éprouvé qu'on a validé sur des dizaines d'années, vu que ça fait 30 ans qu'on existe. Et finalement, vous avez, je dirais, 20 à 30 sociétés qui rejoignent la Fongit, qui sont soutenues nouvellement par la Fongit chaque année. Sur, mon avis, on est à 300 demandes par an. Okay. Maintenant, vous avez de tout, hein, dans les demandes. Vous avez des projets qui ne tiennent absolument pas la route. Vous avez des projets qui sont juste des idées. Et donc, c'est beaucoup trop tôt, en fait, pour la Fongit. Nous, on demande que l'entrepreneur ait déjà au moins un démonstrateur de laboratoire, qu'il soit capable de nous dire, de nous prouver que ça va marcher. Hein, ça, c'est très important. C'est pas à nous de prouver à l'entrepreneur que sa techno ne peut pas fonctionner. Non, c'est à lui de le prouver. Et la seule manière de le prouver, c'est en nous montrant que les tests, les essais fonctionnent. Donc il faut quand même une certaine phase de maturité avant de venir vous voir. Donc il faut une certaine phase de maturité. On ne peut pas juste venir avec un business plan. Enfin, si vous pouvez, mais on va dire non. Du coup, on va vous dire, revenez plus tard lorsque vous aurez fait un premier prototype. Hein, mais on ne peut pas venir juste avec une idée et dire, vous allez voir, je pense que c'est génial, ça va être un killing, ça va marcher. On va lui dire, oui, bon, c'est intéressant, mais maintenant, il faut que vous vous débrouillez pour
commencer, amorcer le développement de cette solution ou de ce prototype. C'est vrai que c'était une problématique que un de nos invités avait évoquée. Donc c'était aussi une jeune start-up, donc FinTech, qui disait que c'est vrai que c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce qu'on nous demande toujours de faire nos preuves avant d'avoir un financement, mais finalement, pour faire ces preuves, on a aussi besoin de financement. Donc comment est-ce qu'on peut trouver la bonne formule? Et ce qui est compréhensible des deux côtés, bien évidemment. Oui. Enfin, Oui. on veut investir, on veut aider une entreprise, mais le but c'est qu'elle soit viable et que ce soit un succès, bien évidemment que ce soit un win-win pour tout le monde. Donc il faut aussi, parce que si on aide tout le temps des projets qui finissent par échouer, on n'a plus d'argent pour aider les autres, Exact. ce qui est normal. Et aussi, c'est compréhensible de l'autre côté, on veut commencer, on n'a pas les moyens, on ne peut pas faire nos preuves, comment est-ce qu'on fait? Oui, alors ça c'est... beaucoup d'entrepreneurs nous font cette remarque. Oui. Et je pense que ça dépend tout de l'industrie où ils sont. S'ils sont dans les technologies de l'information, donc le logiciel, la programmation, etc., c'est relativement facile de se sortir de ce cercle vicieux. Parce que... c'est facile de dire il faut Yaka. Mais en général, l'entrepreneur est issu d'une école d'ingénieur, il sait coder, et donc il code la nuit, les week-ends, etc., jusqu'à ce qu'il ait une version bêta. Et il la teste, et s'il a du succès, c'est suffisant pour rentrer à la fongite. Okay. Et surtout, ça se fait et sans énormément de moyens financiers. Le problème est beaucoup plus aigu pour les projets qui sont très intenses au niveau investissement, que ce soit en particulier dans le domaine du médical, où très rapidement, il va falloir prouver que si vous êtes en train de travailler sur une nouvelle molécule, qu'elle a une certaine efficacité, etc., qu'elle n'est pas nuisible, ce qui veut dire qu'il faut faire des premiers essais précliniques qui coûtent des fortunes, ensuite des essais cliniques sur l'homme. Et là, heureusement, vous avez pas mal de solutions de financement étatiques et semi-étatiques dans le cadre de l'université. Alors donc là, je ne parle pas seulement pour Genève, mais vous avez également au niveau de la Confédération un programme qui est remarquable qui s'appelle InnoSuisse et qui va venir financer une partie de votre R&D en allouant cet argent à ce qu'on appelle un partenaire académique. Donc, mettons que vous êtes en train de développer une technologie et il vous manque des compétences dans certains domaines pour terminer votre technologie. Et vous avez identifié tel professeur à l'EPFL qui, justement, dans son labo, dans son département, travaille sur ces problématiques-là. Vous allez le voir et vous lui dites, on va monter un projet InnoSuisse. Et ce professeur va pouvoir travailler sur votre technologie, mais payé par InnoSuisse. Enfin, l'argent d'InnoSuisse va à l'EPFL qui paye le professeur. Et in fine, la propriété intellectuelle, les résultats de ces travaux de recherche appartiennent à la start-up. Et vous avez plusieurs types de financements similaires pour le médical, pour les biotech, que ce soit dans le cadre des universités, que ce soit dans le cadre d'autres instituts en Suisse. Donc vous avez des solutions. Il y a des solutions. Maintenant, c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile. Et en fait, ça fonctionne bien quand vous-même vous venez du milieu académique et que vous êtes issu de l'Uni ou de l'EPFL ou de l'ETH à Zurich, parce que vous connaissez le système, vous connaissez les professeurs, vous connaissez les départements. Oui, il y a déjà tout un petit réseau. Il y a tout un réseau et surtout vous savez comment ça fonctionne. Pour quelqu'un qui débarque en Suisse
et qui a une idée, mais qui n'a pas de sous pour commencer à développer cette idée, à faire un prototype, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et souvent, ces gens, s'ils nous contactent à la Fongite, on leur dit « Non, mais franchement, essayez d'abord de développer votre prototype dans votre pays. Ne venez pas en Suisse en pensant qu'on va vous financer un prototype comme ça. Ça va être compliqué. » C'est quelque chose que j'ai souvent entendu dire. Pour une entreprise étrangère ou pour un produit étranger, venir sur le marché suisse, c'est toujours très compliqué parce que c'est assez singulier, c'est assez particulier en soi. Comme vous avez dit tout à l'heure, il faut avoir les connexions, il faut avoir une certaine connaissance et du domaine, mais j'ai l'impression aussi de la manière de faire et des attentes qu'on a en Suisse. J'ai l'impression que des fois, c'est un peu différent. Non, je dirais pas ça, C'est en vrai fait. Je pense que les limitations du marché suisse sont surtout dues à sa petite taille et au fait que c'est un marché qui est segmenté, qui est fragmenté en 3 régions linguistiques différentes. D'un autre côté, c'est ce qu'on appelle un bac à sable, c'est-à-dire que c'est un terrain d'essai qui est idéal pour des groupes étrangers. Et du reste, on a beaucoup de headquarters, de grands groupes qui viennent s'installer en Suisse, de par... Bon, alors, il y a plein de facteurs qui sont importants, hein, mais déjà le fait qu'on soit en position très centrale au niveau de l'Europe, c'est important. Que ce soit un régime politique qui soit très stable, avec une monnaie qui soit stable, avec accès à des talents, des employés qui soient très bien formés. Donc il y a un vrai écosystème. Et c'est vrai, alors le marché, il est petit, mais ça permet de tester, grandeur nature quand même, avant de passer à des marchés plus importants, que ce soit le marché français, le marché italien ou le marché allemand. Mais est-ce que le consommateur suisse n'est pas plus exigeant finalement qu'ailleurs? Il y a un peu cette dualité entre le fait que la Suisse est un pays très innovant, donc on a beaucoup d'entreprises innovantes qui sortent de là. Par contre, la consommation de cette innovation, donc le consommateur a besoin de produits assez matures et qui ont fait ses preuves avant de consommer. Est-ce que vous avez ce sentiment? Comparé peut-être à d'autres pays où, par exemple, les pays peut-être plutôt anglo-saxons, ils vont plus essayer les choses sans avoir forcément l'historique de preuves, où ils sont peut-être plus aventuriers à ce niveau-là? Non, j'ai pas vraiment cette perception. D'accord. Vous avez certainement, du fait du niveau de vie qui est très élevé en Suisse, donc vous avez une puissance financière et vous avez souvent une analogie qui se crée entre le prix du produit et sa qualité. Et donc le consommateur suisse, vu qu'il a les moyens, va également privilégier un produit cher en se disant qu'il est de bonne qualité. Donc il y a un biais cognitif dans ce sens. Ceci dit, notre recommandation au niveau des startups, quand elles mettent leurs produits sur le marché, c'est justement de ne surtout pas se lancer sur des prix qui sont trop bas, parce que leurs produits ont une réelle innovation. Ils doivent être meilleurs que les produits de la concurrence, ce qui commande un prix plus important. Il n'y a rien de pire que donc, si on se lance sur un marché et qu'on vient avec un produit qu'on appelle un Me Too, c'est-à-dire une copie de ce qui existe déjà, à ce moment-là, vous êtes assuré que pour un Me Too, la seule stratégie gagnante, c'est de venir avec des prix plus bas que la concurrence pour prendre des parts de marché. Mais ça veut dire que vous allez déclencher une guerre des prix. Et qui dit guerre des prix dit que vous êtes obligé d'avoir les reins très solides financièrement, ce qui n'est absolument pas à la portée d'une start-up. Donc les start-up, dès le début, on leur dit surtout ne vous lancez pas dans ce type
d'approche. Donc ça veut dire qu'il faut que vos produits aient une vraie différenciation. Vous ne devez pas être un MeToo. Et deuxièmement, il faut que votre produit soit innovant et supérieur à la concurrence pour pouvoir commander un prix supérieur. Et pour ça, dans le marché suisse est bien parce que c'est un marché où il y a une vraie puissance d'achat. Est-ce qu'une entreprise, pour commencer, doit avoir des fonds propres ou est-ce qu'elle peut commencer justement à travers des levées de fonds? Est-ce que les levées de fonds seraient suffisantes ou est-ce qu'on recommande d'avoir un minimum et si oui, de combien? Alors, donc une société, quand vous la créez, vous avez en gros deux choix. Vous avez la SARL, il faut mettre 20 000 francs. Vous avez la SA, et là, c'est le minimum capital, du capital, c'est 100 000 francs, mais que vous pouvez libérer à hauteur de 50 000 francs seulement. Ça veut dire qu'il faut apporter 50 000 francs. Si je mets ma casquette d'investisseur, je vous dirais que moi, les sociétés où les fondateurs n'ont pas mis d'argent, ou très peu, ça m'inspire moins confiance que les sociétés où, comme on dit, les fondateurs sont mouillés. Parce que alors, ensuite, tout dépend de l'âge des fondateurs. Si ce sont des jeunes étudiants qui sortent d'école, qui ont 22-23 ans, je réalise pleinement que pour eux, de mettre 20 000 francs, c'est déjà un effort. Ceci dit, vous avez toujours ce qu'on appelle les 3 F pour se financer au début, les Friends, les Family and Fools. Et donc moi, je dis toujours aux jeunes entrepreneurs, eh bien, faites la tournée des popotes. Vous allez voir votre grand-mère, les parents, frères et sœurs, les amis, etc. Ils vont regarder s'ils vous suivent et combien d'argent ils vont mettre dans l'entreprise. Parce que à ce moment-là, je sais pertinemment qu'il ne va pas sauter par-dessus bord au premier problème. Ouais. Parce qu'il se dira, oh là là, non, mais alors là, c'est le déshonneur, c'est la honte galactique si maintenant je fais faillite. Et il va se battre jusqu'au bout. Et c'est ça qu'on veut. Naturellement, quand il s'agit d'un professeur qui monte son entreprise, là, on va s'attendre à ce qu'il mette plus que 10 000 ou 20 000 francs. C'est le même principe. Il faut qu'il soit vraiment impliqué financièrement dans l'entreprise. Et c'est pas suffisant de juste me dire non mais ça fait 2 ans que je travaille, que je suis pas payé. Ça s'appelle le sweat equity, mais rien ne remplace également le cash qu'il a mis lui-même dans la société. À partir du moment, on va dire, où l'entrepreneur est mouillé d'un point de vue financier, il va y avoir un besoin de levée de fonds. Donc, comme je vous ai dit, il y a des financements étatiques, semi-étatiques. Il y a pas mal de choses qui peuvent être faites. Et la Suisse, pour ça, est un beau pays où j'ai vu des startups qui trouvaient jusqu'à un demi-million de francs en faisant des concours de business plan, en gagnant des prix, en se faisant également financer en partie par InnoSuisse, etc. Au-delà de ça, oui, il faut effectivement lever des fonds et trouver des investisseurs, que ce soit des business angels, que ce soit les plateformes de crowdfunding ou que ce soit du venture capital. Et là, tout dépend de quels sont les montants dont vous avez besoin. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont un peu moins sexy que d'autres pour les levées de fonds? Ou ça dépend simplement de la solution proposée finalement? Moi, je dirais que ça varie. Et en ce moment, les fintech, on le voit en poupe, mais on est à la merci d'un crypto winter ou d'autres problèmes de la place financière. Le médical, ça fonctionne toujours. On aura toujours besoin. Il y a toujours des gens qui sont malades, qu'il faut soigner. Des nouvelles molécules à développer. Dans l'ingénierie également. Donc, c'est très difficile. Il y a, je dirais, plus des effets de mode. Et puis, tout dépend également des nouvelles technologies qui ont émergé. Il y a certains qui, il y a 20 ou 30 ans, on n'avait pratiquement pas
On n'avait pas de société dans l'Internet, dans les réseaux sociaux, dans des nouvelles apps. Ça n'existait pas. Et vous avez beaucoup d'effets de mode. Et à partir du moment où le projet est réellement innovant et s'adresse à un marché potentiellement important et à forte croissance, à ce moment-là, ça fonctionne. Hein. Mais justement, si on surfe sur les tendances, est-ce que c'est pas plus compliqué pour durer sur le long terme? Certainement. Surtout qu'en plus, vous n'êtes pas seul. Mhm. Et vous allez avoir beaucoup d'autres personnes qui ont eu la même idée que vous, du monde entier, et donc qui sont en train de développer quelque chose de similaire ou un petit peu différent. Et à la fin, c'est pas forcément tout le monde qui va gagner. Qu'est-ce qui va faire la différence? De nouveau, je dirais que ça dépend de l'industrie dans laquelle vous êtes. Très certainement que dans tout ce qui est Internet, technologie de l'information, et encore, il faut être même plus précis que ça. Dans la sécurité, cybersécurité par exemple, en Suisse on est très bon. On a une société à la Fongis qui s'appelle Proton, qui fait une messagerie ultra sécurisée. Et le fondateur, il a quitté les États-Unis, il est venu en Suisse justement pour des questions de sécurité et de protection des données. Par contre, on va dire que pour les sociétés qui sont dans l'Internet à grand public, le marché suisse est petit pour ça. Et une évolution naturelle va être d'attaquer le marché américain, de créer une filiale qui peut-être ensuite va devenir la maison mère en Californie ou je ne sais pas où, aux États-Unis. Parce qu'à ce moment-là, vous avez accès à un marché qui est bien plus important. Et souvent aussi à des financements qui sont plus importants et sur des valorisations qui sont plus importantes. En parlant de financement, il y a quelque chose qui est assez ressorti chez les entrepreneurs, c'est qu'ils disaient qu'en Suisse, on arrive à accéder au premier round de financement, mais une fois que l'entreprise grandit et qu'elle a besoin d'un deuxième round, donc elle a à nouveau besoin de fonds, c'est toujours plus compliqué. Oui. Pourquoi? Je dirais que c'est en partie dû à la manière dont le tissu financier actuellement est organisé en Suisse, avec des systèmes, des solutions de financement étatiques. Quand je dis étatique, c'est confédération et cantonale, qui fonctionnent très bien. Donc on arrive assez bien à trouver des financements d'amorçage jusqu'à ce qu'on appelle la série A. Série A, pour vous donner un ordre d'idée, c'est levé entre 5 et 20 millions de francs. Donc jusqu'à lever quelques millions, on trouve ça assez facilement en Suisse, naturellement pour peu que le projet soit bon, auprès d'investisseurs privés et petit capital risqueur, donc petit venture capital. Dès que vous atteignez la série A et la série B, et c'est, je pense, ce à quoi vous faites référence, où les projets, pour continuer à se développer, ils doivent lever 10, 20, 50 millions, c'est là où ça devient beaucoup plus difficile, parce que tout simplement, on manque d'acteurs en Suisse qui sont capables de déployer de tels montants. Il y en a, mais il n'y en a pas assez. Et justement, il y a plusieurs initiatives qui sont prises actuellement pour essayer d'aller vers peut-être un système de financement de l'innovation et des startups qui soit plus calqué sur le système américain que sur le système suisse actuellement. Nous avions hier à la Fongite un intervenant qui s'appelle Dominique Maigret, qui est le directeur de Swisscom Ventures, qui est un des venture capitalistes les plus en vue, les plus actifs en Suisse. Ils ont actuellement un fonds de 300 millions.
Et ce qu'il nous disait, c'est que les caisses de pension en Suisse ont, je ne sais plus combien de centaines de milliards de francs sous gestion. Et si elles appliquaient le même pourcentage que les fonds de pension américains, qui est de 4%, je crois, de leur masse sous gestion, si ces 4% étaient alloués à du capital risque et donc à de l'investissement justement dans ces séries A, séries B, etc., à ce moment-là, on aurait largement de quoi financer ce trou d'air que tout le monde constate actuellement, mais pour lequel il est vrai que les startups actuellement en Suisse, elles sont souvent condamnées à aller chercher cet argent à l'étranger. Est-ce que ça crée une situation de concurrence justement par rapport aux pays étrangers? Est-ce qu'on voit des startups qui commencent en Suisse et une fois qu'ils cherchent justement à aller sur ces séries A, ces séries B, décident de quitter la Suisse pour continuer l'activité et donc on viendrait à perdre ces startups? Est-ce que c'est des choses qui arrivent ou... Donc ça, c'est quelque chose qui arrive, oui, de temps en temps. Tout comme on a beaucoup de startups qui quittent l'étranger et qui viennent en Suisse. Ouais, Ce sont les lois du marché. Hein. Tout comme certaines startups vont quitter la Suisse pour avoir accès à des marchés qui sont plus importants, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, mais elles vont surtout aussi, oui, quitter la Suisse pour avoir accès à du financement plus important, sachant que souvent, les investisseurs, ils exigent que la société mère soit relocalisée dans leur pays. Hein, on aime bien investir dans son pays. Est-ce que c'est aussi pour des raisons fiscales ou pas forcément? Ou simplement de proximité, de confiance? Alors, il y a des questions de proximité, mais il y a surtout sont des questions de... Alors, il y a des questions également de pouvoir bien gérer la participation. Hein, si vous investissez dans une société, en particulier en capital risque, où on est obligé de monitorer les sociétés de manière assez proche, hein, assez intense. Si cette société elle est de l'autre côté du monde, c'est beaucoup plus difficile. Il faut tout le temps prendre l'avion, il faut y aller, il faut revenir. C'est plus compliqué. Et puis, vous avez également une question de risque. Et effectivement, ça peut être un risque fiscal ou en tout cas de manque de visibilité sur si on détient une participation dans tel pays, comment est-ce que ce sera traité le jour où on revendra cette participation et qu'on fera une plus-value. Naturellement que c'est quelque chose qui se travaille. Hein. On a des fiscalistes, on a des avocats qui vont pouvoir répondre à ce genre de problématiques. Mais souvent, vous avez donc des investisseurs qui préfèrent tout de même investir dans des zones géographiques qui ne sont pas trop éloignées de là où ils sont. Donc du coup, si je me base sur toute la discussion qu'on vient d'avoir, si je suis un jeune et que je souhaite entreprendre une fintech, d'après tout ce que vous avez dit, idéalement, il faudrait que j'ai un peu d'argent, si possible, à travers mon entourage, donc les 3 F. Idéalement, il faudrait qu'on soit entre 2 et 3 personnes, femmes et hommes, qu'on soit complémentaires dans nos compétences, qu'on ait testé notre produit sur le marché, qu'il ait plus ou moins pu faire ses preuves pour venir vous voir. Est-ce qu'on est bon jusque-là? Alors, dans le domaine des fintech, j'ajouterais que donc c'est des projets qui sont souvent complexes, Oui. Parce qu'ils traitent à la fois de tout ce qui est réglementation bancaire. Et souvent, donc, les entrepreneurs qui viennent nous voir pour de la fintech, ce sont des gens qui ont passé pas mal de temps déjà dans les banques. Ouais. Ou dans des institutions financières. De temps en temps, on voit des équipes de scientifiques qui ont développé des nouveaux algorithmes qui vont arriver à battre le marché et générer des performances en termes de recommandations d'investissement qui sont supérieures au marché. Mais ça, c'est assez rare. C'est assez rare. Et la plupart des fintech, effectivement, donc, ce sont des personnes qui ont déjà travaillé X années dans la banque et qui donc
ont cette connaissance du marché et elles ont identifié, dans l'entreprise où elles sont, où elles étaient, elles ont identifié qu'il y avait un secteur de marché qui n'était pas servi, où les solutions utilisées par leur employeur actuel ne donnaient pas satisfaction et où ils ont une idée d'améliorer en fait le système. Alors, s'il y a des jeunes qui voudraient commencer, comment est-ce qu'ils pourraient faire s'ils n'ont pas cette expérience dans la finance, ou très peu? Eh ben, alors dans le fintech, hein, justement, je pense que c'est pas forcément... L'idée, C'est pas non, je veux pas décourager les jeunes de se lancer dedans. Non, Ce mais que je faut être dirais, honnête. c'est que c'est pas forcément dans le fintech que ça sera le plus facilement abordable, D'accord. parce que, comme je vous le dis, souvent l'expérience métier, l'expérience industrie est très importante. Qu'ils puissent vraiment voir comment Voilà. ça se passe en interne. Par contre, si vous avez, je sais pas, les jeunes diplômés d'une école, que ce soit polytechnique ou autre, qui a travaillé déjà dans un département où ils étudiaient des algorithmes, c'est avant tout quelqu'un qui est spécialisé dans les mathématiques, dans les algorithmes très complexes, avec une application dans la finance. Et ça fait 5 ans qu'il fait ça à l'EPFL ou je ne sais pas où. Voilà, oui, s'il a une idée géniale pour monter une fintech, je pense qu'il a toutes ses chances. Oui. Finalement, un des meilleurs conseils, c'est vraiment déjà être dans le domaine, avoir déjà une bonne connaissance en interne pour pouvoir se lancer, parce qu'on connaît les points d'amélioration qu'il faudrait apporter. Moi, je dirais que ce qui est important, c'est d'essayer d'adresser un besoin du marché. Oui. Hein, donc, il ne faut pas... c'est mieux d'éviter les personnes qui ont développé des technologies et qui ensuite cherchent un marché pour leurs technologies. Parce que souvent, ça donne des produits qui finalement ne remplissent pas qui sont pas vendables. Alors que si l'impulsion initiale, elle vient du marché, donc que ce soit un jeune ou moins jeune, mais qui a très clairement identifié un besoin pour telle application, pour telle solution, pour tel produit, dans sa vie quotidienne, dans sa vie professionnelle, et qui ensuite soit a les capacités de le développer d'un point de vue technologique, ou alors s'associer, parce que ça c'est très important, c'est de trouver ensuite le bon partenaire. Je pense que là, on a une bonne base pour démarrer effectivement une start-up. Après, il y a une des choses qui peut être difficile, surtout au début, c'est qu'on a peur de partager cette nouvelle fameuse idée qu'on a trouvée parce qu'on a peur de se la faire voler. Ah, ça... Comment il faut aborder ça? Alors, il faut être, je pense, raisonnable, mais prudent. De nouveau, je pense qu'il faut différencier les technologies qui sont brevetables des autres. Je dirais en général que si vous ne voulez rien partager, vous n'allez pas pouvoir convaincre les autres que ce que vous avez fait est génial. Donc il faut arriver à trouver un subtil équilibre entre ce qu'on peut divulguer, mais qui ne va pas compromettre la dépose future d'un brevet. Donc souvent, c'est bien de se faire conseiller. C'est la première des choses. Vous avez des avocats en brevet qui sont très compétents. Vous avez même, alors à la Fongite, on a des gens qui sont très compétents dans ce domaine-là. Il faut quand même montrer un minimum. Moi, je vois des entrepreneurs qui viennent et la description de leur projet est tellement floue et générale que je leur dis, non mais je suis désolé, mais je suis incapable de me prononcer sur votre projet. Oui, non mais j'ai trop peur qu'on me copie. Oui, non mais à ce moment-là, vous n'allez jamais trouver d'investisseurs. Hein. Et donc c'est un problème. C'est un problème. Naturellement, vous avez les accords de confidentialité qui sont très bien faits. Et vous pouvez télécharger un modèle d'accord de confidentialité et le faire signer ou demander à le faire signer. Maintenant, vous avez pas mal d'investisseurs qui refusent de les signer. Pourquoi ?
Tout simplement parce que ces investisseurs, ils voient des centaines de projets chaque année, et que s'ils commencent à signer chaque fois des accords de confidentialité, on s'en sort plus. Ça prend du temps, c'est chronophage. Les investisseurs, les gros investisseurs, les gros fonds de capital risque, ils ont même des obligations que n'importe quel document qui doit être signé par eux, ils doivent d'abord le faire passer par l'avocat maison. Donc, si vous voulez, 2 semaines plus tard, l'accord de confidentialité, il ressort, mais ça prend beaucoup de temps. Et donc, c'est vrai que, oui, vous allez avoir des investisseurs qui vont refuser de signer cet accord de confidentialité. Donc, on en revient à trouver un équilibre subtil où on fait quand même miroiter de manière relativement concrète quels vont être tous les bénéfices de ce que vous avez développé, quelles sont les retombées, le potentiel économique, etc. Mais la sauce secrète de votre potion magique, elle reste secrète, en tout cas pour le moment, jusqu'à ce que l'investisseur entre en phase de ce qu'on appelle la due diligence, qui est l'audit, où il veut investir, mais à ce moment-là, on va lui montrer ce qu'il y a sous le capot seulement s'il a signé des documents, term sheets, accords de confidentialité, etc., qui clairement montrent qu'il est vraiment motivé et intéressé par ce que vous faites. On entend parler dans l'actualité d'inflation, de montée des taux d'intérêt. Quel impact est-ce que ça peut avoir sur justement le venture capital, les startups qui veulent se lancer? Est-ce que vous pensez que, voilà, vraiment actuellement et sur un horizon très court terme, est-ce que ça aurait un impact sur votre secteur? Je dirais que ça a un impact indirect. Donc, bon, je ne suis pas du tout un macroéconomiste. Ouais, mais ce qu'on constate actuellement, c'est que vous avez une raréfaction des sources de financement pour les startups. Parce que les investisseurs sont plus frileux, parce qu'on est en phase de récession. Et donc, ils vont moins mettre d'argent dans le capital risque. De nouveau, pour plusieurs raisons. Alors, lorsque les taux d'intérêt étaient très bas, justement, ils n'avaient plus assez de rendement dans les produits financiers classiques. Et donc, ils ont commencé à s'intéresser au capital risque, qui génère des rendements souvent bien supérieurs à ce qu'on peut obtenir sur les marchés. Actuellement, les taux d'intérêt sont en train de prendre l'ascenseur. Vous avez d'un autre côté les marchés actions qui se contractent. Pour des investisseurs, alors là, je parle d'investisseurs privés par exemple, si vous êtes obligé de liquider certaines positions, vous allez être en manque de liquidité pour investir d'un autre côté dans des startups. Et donc, vous avez une pénurie de financement disponible pour les startups. Oui. Mais c'est un phénomène relativement indirect. C'est parce que les investisseurs eux-mêmes souffrent de la situation économique, situation financière. Est-ce qu'au niveau Genevois, est-ce qu'au niveau de la Fongite, c'est quelque chose qui vous impacte? Moi, ce qu'on voit, c'est que ce sont certaines startups de la Fongite qui sont impactées. Effectivement, en particulier celles qui sont dans ces fameuses séries A, où elles commencent à lever des montants qui sont relativement conséquents. Et du fait de cette pénurie, ou en tout cas il y a moins de sources de financement qu'avant, les termes proposés par les investisseurs sont plus durs. Parce que, donc les termes d'investissement, ils revoient les valorisations à la baisse. Les startups mettent plus de temps à lever des fonds parce que les procédures d'audit, de due diligence prennent plus de temps. Du coup, elles sont obligées de mettre en place des financements relais, des bridges. Les bridges eux-mêmes ont des termes qui sont plus durs. Bref,
une réaction en chaîne. Mais dans un horizon plus long terme, donc on voulait parler avec vous, avoir votre avis un peu, d'après vous, quelle est l'évolution du financement des startups à l'horizon 2030, donc si on se projette vraiment. Moi, il me semble que donc, je vous ai parlé de ces nouvelles plateformes de crowdfunding qui utilisent les technologies du blockchain, même si le blockchain est un mot qui sent le soufre, hein, mais c'est une technologie parmi d'autres qui permet donc de digitaliser les actions du capital d'une société. Très concrètement, ça veut dire que vous avez la possibilité d'acheter une part dans le capital d'une société de manière très facile et on va pouvoir payer par carte de crédit à travers des plateformes de paiement aussi facilement que si on achète un livre sur Amazon. Et la Suisse, pour ça, bénéficie d'un environnement juridique, légal, qui est extrêmement porteur, puisque la Suisse, de par sa régulation, permet aux startups, aux sociétés, de lever jusqu'à 8 millions de francs avec ces plateformes de crowdfunding, donc 8 millions. Alors que dans tous les autres pays européens, en général, c'est limité à 100, 200 000 euros, seuil au-delà duquel la start-up doit déposer un prospectus auprès des autorités de régulation des marchés financiers. Alors qu'en Suisse, jusqu'à 8 millions, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et 8 millions, c'est déjà beaucoup pour une jeune société. Et donc, je suis persuadé qu'on va aller de plus en plus vers... Ce sont en fait des mises en bourse, mais sur des petites bourses privées, sur des plateformes privées, mais mises en bourse de ces startups qui vont offrir à l'achat une partie de leur capital à des personnes privées qui auront la possibilité de mettre quelques centaines de francs, alors que jusqu'à présent, pour investir dans une start-up, il faut mettre 20 000, 50 000, 100 000 francs. Sinon, la start-up n'est pas intéressée à vous prendre dans son capital. Parce que justement, elle n'avait pas encore ces outils de digitalisation du capital qui permet finalement de gérer beaucoup plus de petits actionnaires qu'avant. Ouais. Et donc, vous allez avoir de plus en plus des plateformes, pour en citer une, Actionnariat par exemple, à Zurich, où la start-up peut émettre des actions digitales, mais qui sont tout aussi valables que les actions normales de son capital, et elle va trouver des personnes qui en achètent pour quelques centaines de francs, pour plusieurs dizaines de milliers de francs, et qui ensuite ont la possibilité de les revendre. Et ça, c'est l'autre grande innovation, c'est qu'avant, ou encore aujourd'hui, quand on investit dans des startups, ce sont des investissements qui sont illiquides. Ça veut dire qu'on ne peut pas revendre ces parts. Ou alors, il faut trouver quelqu'un qui va vous les racheter. Et c'est compliqué. Alors que là, avec ces nouveaux types de plateformes, vous avez un marché qui se crée où vous avez des acheteurs et des vendeurs. Et donc, ça enlève un énorme stress à l'investisseur, en particulier le petit investisseur privé, qui se dit « Oh là là, mais si j'investis dans cette start-up, de toute façon, je vais être bloqué pendant 6 à 10 ans. » Non, ce n'est plus vrai maintenant. On peut acheter et on peut revendre la minute d'après. Et ça, c'est hyper important. Ça, c'est une énorme innovation. Et donc, ça veut dire que je pense que ça va aller en se développant, en augmentant. Et vous allez avoir une foultitude d'investisseurs privés qui étaient avant, qui boursicotaient sur les marchés financiers, qui se sont pris des râteaux, comme on dit, qui ont... de par justement les bourses actuellement ont quand même perdu 20-25% depuis le début de l'année, et qui finalement vont se dire tiens, plutôt que de mettre des milliers de francs dans des sociétés cotées en bourse, de toute façon je ne comprends pas
je dépends complètement des analystes financiers qui eux-mêmes ne sont pas toujours objectifs. Pourquoi est-ce que je n'investirais pas dans des startups locales qui sont à Genève ou dans la région? Je sais ce qu'elles font. Si ça se trouve, je connais même l'entrepreneur qui est derrière, ou je consomme certains de leurs produits et solutions. C'est bien plus intéressant. Et en plus, je développe mon écosystème local. Donc je pense qu'on va aller vers ça. Et vous allez avoir de plus en plus de ces entrepreneurs régionaux, de ces investisseurs régionaux. Et donc les startups vont pouvoir se financer comme ça de plus en plus. En fait, il y a un lien direct entre les deux, c'est-à-dire qu'avec la montée des taux d'intérêt, avec problématique que les investisseurs rencontrent aujourd'hui, on peut avoir un comportement un peu frileux, mais en même temps, il y a ces autres solutions qui arrivent. Donc, Oui. Pour un entrepreneur qui veut débuter, en fait, il ne faut pas se décourager. Il faut se dire, peut-être que j'aurai moins de chance et j'aurai besoin des levées de fonds peut-être moins importantes au niveau des investisseurs plus traditionnels, mais je peux utiliser maintenant une multitude d'autres plateformes, une multitude d'autres solutions. Donc, en fait, on vit des temps assez intéressants pour c'est absolument passionnant. Ceci dit, il ne faut pas oublier qu'il s'agit quand même d'une mini-mise en bourse. Et qui dit mise en bourse, dit avant tout exercice de communication et de marketing. Parce que sinon, vous savez, il y a énormément de bruit tout autour et personne ne vous entend. Ouais. C'est pas parce que vous postez un truc sur Internet, coucou, je vends les actions de ma société, que les gens vont se battre pour investir. Donc c'est avant tout un exercice de marketing, de communication, et qui, je pense, est le plus approprié pour les sociétés, pour les startups qui ont déjà une vraie communauté. Donc typiquement, je parlais de Magic Tomato au début, une communauté de clients qui consomment leurs produits tous les jours. Cette communauté, on les connaît, on peut les contacter par email et leur dire voilà, maintenant vous pouvez aussi acheter des actions dans le capital de la société. En résumé de cette belle discussion, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Ce qu'on peut retenir, c'est que la voie vers seulement l'entrepreneuriat, le lancement d'une start-up, je pense que c'est pas un long fleuve tranquille. Vous avez pas mal d'écueils et le mieux, vraiment, surtout pour naviguer à travers toutes les différentes sources de financement, pour élaborer une stratégie de levée de fonds pour sa start-up, le mieux, c'est de se faire conseiller, de se faire coacher. Et la Fongite est là pour ça. Emmanuel de Watteville, merci beaucoup je vous remercie pour cette intéressante discussion. On vous retrouve donc sur LinkedIn personnellement et à la Fongite pour vos conseils. À la Fongite, oui, très volontiers. On est toujours curieux et content de recevoir de nouvelles demandes de soutien. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Au revoir.